Pour ce troisième plateau consacré à l'écologie, donc nous accueillons tout de suite Hélène Hardy, cadre et conseillère fédérale de EELV, Pascaline Le Corcher, secrétaire nationale de Place Publique, Karl Gazi, syndicaliste CGT, et Bénédicte Monville, écologiste et présidente du groupe de la gauche des écologistes à Melun. On commence cette séquence avec la vidéo d'une conférence de presse de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Nous avons voulu faire une campagne de communication responsable, engageante, qui vise à montrer qu'on est tous dans le même bateau. Il s'agit juste de se dire de manière positive, de manière déterminée, que nous pouvons agir. Je baisse la température, par exemple, j'éteins, je décale. Vous le savez, pour passer l'hiver, nous nous sommes autorisés à utiliser des centrales à charbon, mais on n'a pas envie d'utiliser des centrales à charbon en réalité. Alors, avant de vous faire réagir à cette conférence de presse, je voulais juste rectifier. Karl Gazi, vous êtes là au nom de la Fondation Copernic, et Bénédicte Monville au nom de PEPS, parti de l'écologie populaire et sociale. Une confédération. Confédération, pardon. Donc, je baisse, j'éteins et je décale. Qui veut réagir à cette conférence de presse? Peut-être Hélène Hardy en premier. Oui, en fait, cet ensemble de mesures dont on a pris connaissance, c'est assez navrant, en fait. Ouais. Parce que, je disais tout à l'heure, il y a même les fonctionnaires qui vont devoir rouler à 110 km/h sur l'autoroute, on va les doubler en disant, tiens, ça, voilà un fonctionnaire. En fait, on est proche du ridicule par rapport aux enjeux qui sont posés. Il y a une crise liée notamment qui s'accélère du fait de la guerre en Ukraine et du fait que le gaz devient plus cher, etc. Mais de toute façon, ça, c'est une tendance lourde. Et là, on voit bien que le gouvernement imagine des solutions transitoires pour faire face à développer un minimum d'économie. Mais en fait, de l'autre côté, les investissements qu'on réclame depuis des années sur les questions de l'isolation thermique, sur le développement des autres mobilités, que l'obligation aujourd'hui pour beaucoup d'utiliser la voiture parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, tout ça n'est pas en route ou insuffisamment. On a besoin de 10 milliards pour isoler les logements qui doivent être éco-rénovés. Ils viennent d'annoncer qu'ils allaient mettre 2,3 milliards dans le budget 2023 au lieu de 2 milliards, alors que tout le monde dit, et le Haut Conseil pour le climat l'a redit, qu'il fallait 10 milliards par an. Enfin, on voit bien que ce gouvernement, il tâtonne, il prend des mesures tout à fait finalement pas inutile, mais pour certaines carrément ridicules, et il n'est pas à la hauteur des enjeux. Alors, le gouvernement, moi, ce qui me marque, c'est que le gouvernement la communique avec des cols roulés. C'est plus du marketing que de véritables mesures. Mais je sais pas, il semble découvrir que pour les pauvres, par exemple, le chauffage, c'est depuis longtemps une variable d'ajustement. Je veux dire, quand il n'y a pas d'argent, on choisit entre manger ou se chauffer. Qu'est-ce qu'on leur répond? Peut-être oui. On répond déjà que les deux problématiques de la justice sociale et de la justice climatique sont à articuler et que l'une ne peut pas aller sans l'autre. Il n'y a pas de fin du mois sans fin du monde. Déjà, les gilets jaunes, c'était déjà la même problématique. Ça revient, ça montre effectivement que le hamster qui tourne dans sa roue, on recommence, on ne prend pas acte, on ne prend pas vraiment conscience non plus ni des enjeux écologiques parce qu'effectivement, comme Hélène l'a dit, c'est plus qu'insuffisant, navrant, on peut dire risible. C'est pas à la hauteur et ça montre que finalement jusqu'à présent il y avait on pouvait dire un certain déni parfois climatique. Aujourd'hui on peut plus dire qu'il y a ce déni puisque on a vu cet été, même l'été d'avant en fait, et on a vu le Pakistan et on a vu en France, on a vu partout les événements climatiques qui étaient marquants. Au Pakistan et les 50 degrés en Inde aussi. C'est ça. Ça se passe chez nous, ça se passe à l'autre bout de la planète, donc c'est vraiment marquant. Donc aujourd'hui, les mots existent, mais pour autant, c'est comme s'ils étaient irréels, et on répond par des mesures qui sont en plus des mesures individuelles. La plupart du temps, on demande aux gens individuellement de faire des efforts. Quand c'est aux politiques, encore plus aux responsabilités, de prendre la mesure des choses et de proposer des politiques collectives qui vraiment pourront impacter, plus qu'effectivement un col roulé individuel qui peut-être va aider un peu, mais ne va pas solutionner le problème.
Mais est-ce que tu dirais, Bénédicte, que c'est un enfumage, je rebondis du coup sur ce que tu disais, un enfumage pour culpabiliser le peuple plutôt que de s'intéresser à taxer, par exemple, les super profits. Il y a la députée Aurélie Trouvé qui considère qu'il faut imposer aux grandes entreprises les plus polluantes et aux plus riches, qui sont les plus grands brûleurs d'énergie, des mesures contraignantes sur la sobriété. Oui, ben, bien sûr. Un enfumage, enfin, ça fait partie de la rhétorique utilisée d'une manière générale par les libéraux. C'est-à-dire que finalement, c'est pas le système qui est à remettre en cause, mais c'est des attitudes individuelles. C'est ce que font les gens. Quand tu disais tout à l'heure à propos que les Français avaient froid déjà depuis, enfin que c'était une variable d'ajustement, le chauffage, c'est plus qu'une variable d'ajustement. Je veux dire, il y a 3,5 millions de ménages en France qui vivent dans une situation de précarité énergétique. Donc en fait, la question de l'isolation des bâtiments, c'est pour beaucoup de gens une question vitale. C'est même pas seulement une question qui repose sur le réchauffement climatique et les drames qu'on voit maintenant de plus en plus fréquents, mais c'est une question vitale au quotidien. Et cette question-là, elle n'est pas adressée par le gouvernement, comme l'a rappelé Hélène tout à l'heure. Pareil, dans ce plan de sobriété énergétique, il y a des mesures qui sont effectivement totalement ridicules, comme l'encouragement du covoiturage. Mais quand est-ce qu'on met les milliards qu'il faudrait mettre pour rénover et potentialiser les transports en commun et éventuellement réfléchir à la gratuité des transports en commun, au moins pour les familles les plus modestes, de telle manière que les transports en commun deviennent de véritables alternatives à la voiture et au transport carboné individuel. Moi, j'habite dans une zone périurbaine, enfin, de la grande périphérie parisienne, et on est contraint d'utiliser notre voiture. Donc pour nous, c'est la double peine, quoi. Non seulement on est perçu comme des pollueurs parce qu'on utilise la voiture, mais en plus on dépense un argent formidable dans le fait d'utiliser la voiture pour se déplacer, pour aller faire nos courses ou pour nous rendre au travail. Et ça, c'est jamais envisagé. C'est notre responsabilité, mais c'est pas la responsabilité des grandes entreprises ou de Total qui fait des milliards de profits. Et pourtant, ils prennent souvent comme exemple les pays européens, les pays voisins, etc. Mais en Espagne, ils viennent de mettre le billet de train à 9 €, je crois, le billet de RER et de TGV. Et pareil, en Allemagne, ils avaient pris des mesures cet été. Alors, on a appelé cette séquence écologie tout changer maintenant. On parle d'écologie populaire, on parle de transformer le système de production capitaliste. Je me tourne vers toi, Karl Gazi. Eux parlent d'écologie punitive. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en versus, quoi? Écologie populaire versus écologie punitive. La vraie question, je pense, là, c'est pourquoi, alors que le déni n'est plus possible, on en reste à des mesures qui renvoient à la responsabilité individuelle, dont on sait qu'elles sont totalement inefficaces. Ça revient en gros à éteindre un incendie de forêt avec un arrosoir en s'en remettant à la bonne volonté de celui qui a l'arrosoir. Et au-delà de punitif, pas punitif, etc., on sait aujourd'hui qu'il va falloir changer profondément beaucoup de choses pour arrêter cette marche inexorable vers un désastre. Mais ça ne vient pas, et ça ne vient pas, il y a des raisons à ça. Je veux dire, si Macron n'imagine pas un instant que d'imposer 19 degrés dans les bureaux, ça va stopper le réchauffement. Et donc, je pense qu'il y a deux questions fondamentales. C'est celle de la construction du rapport de force pour imposer des changements qui sont des changements profonds et qui remettent en question tout un tas de choses que, évidemment, Macron et la classe dirigeante ne veut pas changer. Mais il y a une autre question derrière. Si on veut construire ce rapport de force qu'il va falloir aussi poser, à laquelle il va falloir répondre, c'est qui va payer cette transition. Et c'est ça la question fondamentale. Et donc il faut lever un certain nombre de questionnements par rapport à ça, sur l'emploi, sur par exemple la fausse concurrence entre l'emploi et la transition écologique. C'est quand on dit à des gens oui mais vous faites votre production est polluante, il va falloir l'arrêter, on peut pas leur dire ça et ne pas leur poser en même temps la question ou en tout cas leur faire des propositions sur quel avenir pour leur emploi. Et donc ce sont ces contradictions
contradictions qui font en fait que ce rapport de force, on a du mal à le construire. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de lier, comme c'est fait pour la marche du 16, de lier à la fois la question du pouvoir d'achat et la question de l'écologie, parce que ce sont des questions qui sont liées, parce qu'on ne peut pas résoudre l'une sans l'autre, parce qu'il va falloir aussi poser tout un tas d'autres questions autour de celle-là, par exemple sur l'utilisation politicienne dégueulasse qui est faite de la question raciste, de l'immigration. Ce sont des ensembles qu'il faut, c'est un ensemble, pardon, qu'il faut prendre comme un ensemble. Et si on ne le prend que par le petit bout de la lorgnette, on va dans le sens d'un pouvoir qui effectivement a une vision très petit bout de la lorgnette. Et comme tu l'as très bien dit, on fait comme s'il y a eu une phase un petit peu exceptionnelle pendant cet été, et puis maintenant qu'il fait un peu plus frais, tout va bien et on va pouvoir réduire la voilure ou remettre les choses comme elles étaient avant, sans aucune... Mais ça, je ne pense pas que c'est juste une cécité du pouvoir, je pense que c'est aussi la difficulté à construire un rapport de force qui oblige à changer les choses. Alors finalement, là, c'est vrai qu'on a... Tout est lié. On a thématisé là, cette émission pour faire s'enchaîner les plateaux, d'abord sur la question des retraites, puis sur la question de la jeunesse, puis la question écologique, et puis sur les violences sociales. Mais alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit d'une marche de toutes les colères? La marche du 16. Toutes les colères sûrement, en tout cas toutes les colères de ceux qui souffrent du fait... tout à l'heure tu parlais d'une écologie punitive. En fait, aujourd'hui, les gens qui n'arrivent même pas à se chauffer à 19 degrés parce que leur logement n'est pas isolé, évidemment, ils ont une colère d'être punis du fait que on ne leur donne pas les moyens d'avoir un confort minimum de chauffage. Et donc, ces colères-là, elles s'additionnent évidemment parce que, comme l'a dit Karl, en fait, tout ça est lié. C'est un système. C'est-à-dire que on dit souvent quand on commence à s'attaquer au dérèglement climatique et quand on en regarde sérieusement les codes, très vite, en fait, on est dans une logique contre le système capitaliste. Il y a un vrai sujet d'organisation différente de l'économie. Et donc, les colères, elles sont liées parce qu'en fait, elles ont toutes la même origine. C'est le système qui dysfonctionne. Et même le climat, le dérèglement climatique est lié à ce dysfonctionnement du système. Et donc, oui, c'est l'addition de toutes les colères. C'est pour ça qu'on a beaucoup insisté, nous les écologistes, pour, comme il vient d'être dit, que la vie chère et l'inaction climatique, c'est le même combat. Et c'est maintenant important de lier les deux dans les manifestations. Alors, Pascaline, Bénédicte, tu voulais... réagir? Non, moi je suis... Enfin, oui et non en fait, parce que juste renchérir, effectivement, c'est bien sûr que c'est toutes les colères et bien sûr que tout est lié même au-delà de la question de la justice sociale et de la justice climatique. On voit aujourd'hui la guerre en Ukraine qui montre la dépendance de notre modèle économique et énergétique aux énergies fossiles. Donc il y a aussi une question derrière géopolitique, il y a une question aussi démocratique de l'acceptabilité des mesures. Quand on voit effectivement ce qui a été dit tout à l'heure, de mesures qui pèsent toujours sur les mêmes, parce que aussi ceux qui contribuent le plus à ce dérèglement climatique sont ceux aussi qui consomment le plus, et pour autant c'est pas à eux qu'on va demander les efforts les plus importants. Donc là aussi il y a vraiment un enjeu. Et puis c'est aussi lié à l'économie, parce que effectivement c'est par des mesures des plans massifs aussi d'investissement qu'on va pouvoir dans les énergies renouvelables par exemple, dans la transition énergétique, dans l'emploi, qu'on va pouvoir durablement changer les choses et de manière aussi concertée, en synergie. Et c'est seulement dans ce cadre, en synergie, parce qu'effectivement, on n'aura pas eu la lorgnette à chaque fois et qu'on aura tout interconnecté, qu'on pourra vraiment changer de modèle de société et qu'on pourra vraiment faire progresser la société. Bénédicte? Oui, c'est sans doute une marche de toutes les colères, mais c'est aussi une marche de la colère, des colères cumulées. Parce que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, sommes situés à l'intersection, sans vouloir faire de l'intersectionnalité, mais à l'intersection de différentes violences sociales. Une violence sur le marché du travail, où on est toujours davantage précarisé, où quand on n'a pas d'emploi et qu'on est au chômage, on est sans cesse menacé de perdre le peu d'allocations dont on peut bénéficier. On est par ailleurs, on vit dans des territoires qui sont pris d'assaut par des multinationales qui traitent ces territoires comme des espaces à exploiter sans aucune retenue. Enfin,
Encore récemment, nous, on s'est battu localement contre l'implantation d'un entrepôt Zalando qui va vendre du vêtement de seconde main et qui détruira la fin de nos commerces locaux à l'intérieur de la ville moyenne où j'habite. Donc on est systématiquement confronté partout dans le travail, dans l'espace où on vit, dans l'impossibilité qu'on a de se chauffer correctement, etc., confronté à la violence d'un système dont on voit bien que seuls ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est-à-dire les détenteurs du capital, hein, pour revenir à des catégories qu'on comprend tous, profitent. Et puis, il y a une espèce de violence symbolique inouïe dans ce système. Quand on organise une Coupe du Monde de football au Qatar, hein, avec ce que ça veut dire de gabegie en termes d'énergie, de violence sociale, il y a eu 6500 ouvrières qui, a priori, sont morts, mais on pense que le chiffre est bien pire. On ne peut pas, pour le bénéfice de quoi, pour le bénéfice de qui, pour le bénéfice d'une espèce de spectacle sportif aujourd'hui qui a perdu toutes ses qualités morales, quoi, qui s'est abîmé vraiment dans le spectacle. Et donc cette violence symbolique aussi, elle résonne très fortement aujourd'hui chez les gens. Donc c'est la marche de toutes les colères et du cumul des colères. Karl, tout à l'heure, tu parlais de Macron qui a bien conscience que c'est pas en mettant le chauffage à 19 qu'on va régler le problème du réchauffement climatique. Tu viens de parler de violence symbolique et des riches et des super profits et tout. Du coup, ça m'a fait penser au rire de Kylian Mbappé avec le char à voile, l'entraîneur de football, et des yachts et des jets privés et du gouvernement qui fait 3 allers-retours en jet privé et puis qui nous fait culpabiliser d'éteindre bien l'eau pendant qu'on se brosse les dents et tout. Est-ce que Macron s'en fout? Est-ce qu'il sait qu'il ne sera pas réélu dans un prochain quinquennat? Du coup, il est dans un rouleau compresseur, pied au plancher, et il est complètement inconscient. Et c'est plus qu'une volonté, plus qu'une inaction climatique, c'est une volonté de saccager notre système social et le climat. C'est une question complexe, hein, parce que moi, en tant que citoyen, je ne peux pas comprendre la position de Macron. S'il était un citoyen comme les autres, il devrait se dire c'est pas possible. On est en train, c'est une marche vers l'abîme. Il va falloir la stopper. Et pourtant, il n'est pas dans cette logique-là. Puisqu'il est dans la logique de son rôle politique. Et son rôle politique, il est au service d'intérêts bien compris. Et sa logique est une logique de rapport de force. Si le rapport de force lui permet c'est quelqu'un qui a toujours montré beaucoup de cynisme, hein, c'est-à-dire qu'il a fait des petits reculs tactiques quand il a été contraint à les faire, et puis il est allé aussi loin qu'il pouvait aller. Donc, mais je veux revenir sur l'histoire de marche de toutes les colères. Ça me dérange, ce concept de marche de toutes les colères, parce qu'elles ne sont pas bien dirigées, pas dans la même direction. Et aujourd'hui, on est en concurrence avec ceux qui veulent diriger la colère légitime vers ceux qui sont dans une situation inférieure, que ce soit les gens qui sont moins bien lotis, les assistés ou oui, c'est de la faute de celui qui touche etc. moins que moi. C'est pas la marche de toutes les colères, c'est peut-être la nécessité, en tout cas, et cette marche en fait partie, est une étape dans ce sens de redonner un sens aux colères et de redonner un horizon politique aux colères. Et je pense que la colère n'a jamais suffi. Les colères peuvent donner lieu à des révoltes, elles ne suffisent pas pour faire des révolutions. Et au cœur de l'enjeu, je pense, aujourd'hui, ça a été très peu évoqué, mais c'est fondamental, c'est la question démocratique. Il y a une colère démocratique qui est très forte, il y a une exigence démocratique qui est très forte, et on n'arrivera pas à faire ces révolutions, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient sociales, etc., si on ne met pas la démocratie au cœur de tout ça, et on en est très très loin. Aujourd'hui, on a des mesures d'en haut qui ne correspondent à rien, qui sont voulues par personne et que personne n'est même prêt à appliquer parce qu'il n'y a pas eu de participation à la prise de décision. Ça a été le cas également au moment de la crise du Covid. Pourquoi les mesures étaient tellement décriées, etc. Pas parce qu'elles étaient forcément mauvaises ou bonnes, c'est parce que les gens se sont vus imposer des choses, ils n'y ont pas participé. Donc, de redonner du sens, redonner une cohérence à ces colères, expliquer pourquoi on en est là, et mettre la question démocratique au cœur des enjeux, je pense qu'on ne s'en sortira pas autrement. Alors justement,
On fait un dernier tour avant un changement de plateau. Comment on remet la question démocratique au centre du débat? Vous avez 3 minutes. Alors, je pense que ça fait partie de notre travail militant, Oui. à toutes et tous. C'est-à-dire que remettre la question démocratique au cœur du débat, c'est aussi, justement, comme le disait Karl, repolitiser les colères, politiser les positions qui sont les nôtres et pourquoi on souffre, justement, d'un logement mal isolé, etc. Donc ça, c'est le travail qu'on fait au quotidien sur les territoires dans lesquels on milite, quoi, les uns et les autres. C'est le travail qu'une organisation politique comme Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, Place Publique, voilà, ou bien la Confédération pour une écologie populaire, fait aussi en produisant en permanence de la politique et en intervenant dans le débat public et dans le champ démocratique. Et puis, il faut amener ces questions dans le débat public et il faut impérativement chercher à construire ce rapport de force qui nous permettra, en effet, de remettre au cœur de l'agenda politique les questions sociales et les questions écologiques, comme quand l'a dit Karl, elles sont trop souvent éclipsées, ou elles ont trop souvent été éclipsées ces dernières années, dans le débat public au moins. Parce qu'en réalité, quand on interroge les Français, on voit bien que leur première préoccupation, c'est en règle générale l'argent qu'ils ont pour vivre. Moi, je me refuse de parler de pouvoir d'achat parce que je parle d'argent qu'on a pour vivre. Et par ailleurs, et en 2, voire en 1, le réchauffement climatique. Donc, en réalité, les Françaises et les Français sont parfaitement conscients des enjeux qui sont... Mais la classe politique joue à instrumentaliser le discours raciste et xénophobe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années pour parler d'autre chose, quoi. Je voudrais, il y a beaucoup le mot rapport de force qui est prononcé et il y a Jean-Luc Mélenchon qui a justement dit vous êtes dans un moment politique, si vous êtes appauvri, si vous êtes mis dans la difficulté et dans la misère, c'est exclusivement parce que le rapport de force entre ceux qui ont tout et ceux qui ont peu est en faveur de ceux qui ont tout. Peut-être le mot de la fin, Hélène ou Léopoldine, n'importe quoi. Moi, je voudrais prolonger les propos sur la démocratie. Oui. Parce qu'effectivement, en fait, on ne s'en sortira pas si, certains diront, le peuple se réveille. En tout cas, que la démocratie fait son grand retour pour que les solutions qui doivent être mises en œuvre puissent être décidées collectivement. Parce qu'en fait, quelles que soient les mesures qui sont prises au niveau national, à un moment, cette question d'affrontement de la crise climatique et de l'ensemble des dérèglements du système capitaliste, et donc qu'on voit à travers le slogan « La vie chère », trouveront leur solution dans les territoires. Comme a dit Bénédicte, la révolte contre l'installation d'une grande surface qui va déstabiliser la vie locale, etc. La démocratie, son retour, pour moi, viendra dans les territoires avant tout, plus que dans des logiques nationales avec la désignation des grandes institutions, etc. Et elle ne reviendra dans les territoires que si on réussit à rétablir justement la répartition des richesses de manière plus égale, parce que ceux qui aujourd'hui n'ont rien, ils ont... Et quand on voit comment ceux qui ont beaucoup ne sont pas taxés, on a du mal à mettre en route une taxe sur les super profits dont tout le monde trouve qu'elle est évidente. Et ça traîne. On a supprimé une partie de l'ISF alors que nous, on voudrait la renforcer, etc. Enfin, quelque part, c'est simple à dire, hein, mais c'est la réalité. Il faut faire payer les riches pour avoir les moyens de redistribuer plus correctement. Et à partir de là, c'est cette magie qui peut s'instaurer si ceux qui n'ont pas beaucoup font la marche contre la vie chère et l'inaction climatique et qu'on obtient des gains sur la question des salaires, sur la question des retraites, qui vont être les grandes batailles sociales des mois à venir. On peut restaurer la démocratie au niveau local parce que l'organisation pour faire face au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité, pour accéder à des transports plus intéressant localement, produire localement. On disait à une époque produire et consommer au pays, c'est encore vrai et c'est ce qui a de plus en plus disparu. Et ça s'organise. Il faut que les communautés territoriales dans les communes s'organisent et c'est là qu'on trouvera les solutions grâce aux moyens qui seront dégagés au niveau national, mais c'est là qu'on trouvera les solutions et ça sera d'une manière démocratique. Pascaline, sur la question démocratique.
Oui, eh ben, je trouve en plus que la question démocratique, elle fait écho même à ce que vous aviez dit juste avant sur le rapport de force aussi entre des personnes qui ont beaucoup et des personnes qui ont peu, parce que effectivement, il y a aussi un désenchantement et une crise de confiance aussi dans des personnes qui probablement se trouvent désabusées, n'ont plus confiance dans un système qui effectivement a manqué de démocratie, a manqué de consultatif, a manqué d'emmener tout le monde dans la même direction, d'explication, d'écoute aussi, surtout l'écoute. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat et en fait, il en est rien sorti. Donc ça, par exemple, c'est le pire de la démocratie, de tout ce qu'il ne faut pas faire. Quand on dit emmener les personnes dans une même direction et pouvoir instaurer de la démocratie, c'est à nous de la faire, le pire, c'est de faire semblant de la faire, en fait. Et là, du coup, on n'y croit plus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet de la Clusa. C'est un projet qui consiste à deux bassines, une rétention d'eau qui va faire, je crois, 5 terrains de foot et qui va alimenter des canaux à neige. Et donc, les 2 tiers, de ça, c'est 150 000 mètres cubes, dont les 2 tiers vont alimenter des canaux à neige. Pour les pistes de ski, effectivement. Et là, il y a eu des consultations. Il y a eu une enquête publique, il y a eu des pétitions, mais pour autant, le préfet, cette semaine ou la semaine dernière, a autorisé, avec le maire, cette bassine. Et bien là-bas, qu'est-ce qui se passe en termes de démocratie? Comment on ferme les piscines municipales et tout. C'est juste aberrant, en fait. Ouais. Les gens, et en plus, pour servir à qui? À des gens qui vont venir de l'extérieur. Donc la démocratie, c'est aussi ça. C'est s'adresser aux usagers. Et donc une bonne décision politique, elle doit s'appuyer sur des expertises techniques, mais aussi sur des experts d'usage, et elle doit faire vivre le débat et en tenir compte, quand bien même parfois c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Mais c'est aussi ça la démocratie, c'est permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, mais surtout écouter. C'est pas simplement demander l'avis, sinon ça sert à rien. Merci.